C'est l'heure du face-à-face avec David Revaud-Dallon du Monde et Yves Tréhard du Journal du Dimanche. Bonjour messieurs. Bonjour, pardon pour avoir écorché votre nom. Du Figaro. Du Figaro. Et mais décidément aujourd'hui, excusez-moi, voilà. Alors, avec vous, on analyse l'actualité française et je vous propose de vous pencher sur deux enquêtes d'opinion intéressantes. La première étant la conséquence de la suivante. La première est parue dans le JDD ce week-end, c'est le classement des femmes politiques françaises préférées des Français. En pôle position, on trouve Christine Lagarde, patronne du FMI et papesse de l'austérité. Et en deuxième, Marine Le Pen. Voilà. Et l'autre enquête dans le Parisien montre que 2 Français sur 3 sont déçus par François Hollande. Donc ce qui m'amène à cette question. Marine Le Pen, deuxième personnalité politique préférée des Français, assiste-t-on en France à un phénomène similaire à celui que vit l'Italie avec ce fameux Beppe Grillo qui a fait un carton aux élections législatives? Non, moi je crois pas. Je crois qu'il y a un populisme en France, mais les populismes qu'on découvre en Europe aujourd'hui ne sont pas tous de même nature. Vous avez un populisme qui est un populisme régionaliste. C'est ce qui existe en Espagne. Vous avez un populisme qui est un populisme braillard, qui est celui, d'une certaine façon, de Madame Le Pen. Et puis vous avez des populismes de rejet, qui sont des populismes tels que Beppe Grillo l'exprime actuellement. C'est un phénomène qui est classique. Oui, enfin le peuple ne croit plus aux élites, quand même. Non, il y a une rupture, si vous voulez, entre le peuple et les élites. Mais il y a quand même des spécificités, des singularités dans les populismes qu'on constate. Beppe Grillo, c'est pas le Coluche italien tel qu'on l'a présenté. Pas du tout. Beppe Grillo, il fait de la politique depuis très longtemps. Il a une construction politique et un discours politique qui n'est pas du tout de dire « vous êtes tous pourris ». C'est pas ça. C'est plus compliqué que ça chez Beppe Grillo, avec un programme qui est construit, structuré. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est sûr qu'on est dans une période de crise où les gens ne savent pas trop à quel sens vouer, avec des gouvernements qui ne donnent pas de cap et qui sont dépassés un petit peu par les événements. Très bon livre qui vient de sortir ces derniers jours, écrit par un pape du polar d'ailleurs, qui s'appelle Percy Kemp, qui s'appelle Le Prince, puisqu'il reprend le titre de Machiavel. Et il montre comment, aujourd'hui, nos décideurs sont de moins en moins, je dirais, structurés sur le plan idéologique et de plus en plus débordés par les événements. Et ça, c'est assez intéressant. C'est vrai que le populisme existe depuis très longtemps, plutôt le populisme de droite ou d'extrême droite, qui a toujours été lié à des moments soit de crise économique et sociale très forte, soit de corruption des élites. On retrouve systématiquement le même schéma. C'était le cas à la fin du 19e siècle avec le général Blanchet, les ligues des années 30 et la montée du Front National, souvenez-vous, dans les années 80 avec les affaires de corruption liées à la décentralisation. Aujourd'hui, le Front National, c'est pas une surprise, ça fait depuis 1986 qu'il dépasse la barre des 10%. Alors certes, il s'installe à chaque élection un peu plus, à chaque sondage un peu plus, et celui que vous venez d'évoquer le montre, mais c'est quand même un populisme institutionnalisé, comme l'est d'une certaine manière celui de Jean-Luc Mélenchon. Beppe Grillo, c'est quand même autre chose. Certes, il fait de la politique depuis longtemps, ce n'est pas le Coluche italien, loin de là. Certes, il y a d'autres phénomènes de populisme en Italie, la Ligue du Nord, vous évoquiez l'Espagne, mais la Ligue du Nord aussi, il y avait Alliance Nationale par le passé. Et aujourd'hui, c'est plus un surgissement qui correspond effectivement à... pour le coup, un diagnostic qui est partagé. La France, l'Espagne, l'Allemagne d'une certaine mesure. Qu'est-ce que c'est que le débat aujourd'hui en Europe? C'est bien le débat économique et social, c'est-à-dire les usines qui ferment, le chômage, et puis bien sûr la question budgétaire, la question de la rigueur budgétaire. C'est bien celle-là qui est ciblée aujourd'hui de la même façon. Alors justement, quand je le disais tout à l'heure que ces deux sondages étaient liés, parce qu'effectivement, Marine Le Pen, qui là émerge d'une manière, on va dire... importante. Ce ne sont pas des élections, ce sont des sondages. Mais tout de même, elle est appréciée des Français. Jamais son père n'a été dans les palmarès préférés des hommes politiques français. Mais donc, ma question est, donc, on reproche à François Hollande donc un manque d'action, puisque 2 Français sur 3 sont déçus par l'action de François Hollande. C'est donc normal. Ces promesses non tenables ou non tenues font que les Français sont déçus. Là, c'est encore d'une logique... Oui, d'abord, vous avez... il avance comme ça. Je crois que c'est la semaine dernière, ici à ce micro, je disais que c'est une espèce de serpent, si vous voulez. Hein, on ne sait pas trop. Il ondoie. Et il louvoie. Mais François Hollande, il y a me semble-t-il, 2 problèmes.
le problème des contradictions. Et on le voit avec plusieurs dossiers. C'est le dossier des retraites, où il a dit jusqu'à présent qu'il était contre l'allongement, retarder l'âge légal de départ à la retraite, et puis finalement il est obligé de s'y résoudre. Enfin, c'est votre édito dans le Figaro. Voilà, mais il y a la fiscalité, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il est quand même en contradiction avec ce qu'il avait dit. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'il est tributaire d'un contexte international qui l'oblige. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire, si tant est qu'il avait une politique très précise, il ne peut pas faire cette politique parce qu'il y a un contexte international qui l'oblige à aller, à obéir, si vous voulez, en fait, aux ordres à la fois de Berlin, puisqu'on peut dire, et ce n'est pas une insulte, de dire que l'Europe aujourd'hui, elle est plutôt germanique dans sa... C'est là que la direction... C'est là où la direction est, qu'on la prend, et elle est relayée, cette politique, par Bruxelles, parce qu'il y a une réglementation en termes notamment financière, de comptes publics, qui est une réglementation imposée d'ailleurs par Berlin à Bruxelles. Oui, tout cela est vrai. C'est vrai qu'il y a une conjonction depuis, on dirait, 2 semaines, 3 semaines, entre le caractère flagrant des promesses non tenues. C'est-à-dire que jusqu'ici, François Hollande, en louvoyant, en ondoyant, alors non tenable, à cause aussi de la situation. C'est-à-dire que, j'en prends une, la plus récente, et celle qui vient de tomber, c'est la promesse d'inversion de la courbe du chômage, qui avait été formulée, si ma mémoire est bonne, d'abord une première fois en septembre, rappelée en décembre, et qui, en février, n'est plus de mise. Donc il y a toute une série d'éléments, comme ça, souvenez-vous, la renégociation du traité budgétaire, qui n'avait pas été renégocié, mais qui avait pu être vendu ou survendu comme tel après coup, puisqu'on avait un pacte de croissance. Or là, il y a 2 semaines, on a négocié les budgets européens, il s'avère que le pacte de croissance est réduit à peau de chagrin. Il y a toute une série d'éléments comme ça, la croissance, les 3%, alors parfois avec des objectifs tactiques, sur les 3% de déficit budgétaire. François Hollande savait pertinemment, son gouvernement savait pertinemment que ces 3% ne seraient jamais tenus, mais simplement, en termes d'affichage, il avait voulu les maintenir par rapport à Berlin, par rapport à Bruxelles. Et au jour où ceci tombe, ce qui était un secret de polichinelle, il y a une difficulté de gestion. Donc il y a une séquence comme ça où s'accumule toute une série de promesses non tenues, non tenables. Il y a aussi des promesses institutionnelles, sociétales, politiques, type droit de vote des émigrés, cumul des mandats, qui étaient aussi symboliquement fortes et qui s'avèrent intenables. Oui, et puis, il y a aussi... Vous pensez que les Français attendent ce genre de... Alors, je crois qu'il y a un deuxième élément. Il y a un deuxième élément. Les sondages sont indéfectiblement liés. Nous en parlions il y a quelque temps avec un sondeur connu, aux résultats économiques et sociaux, c'est-à-dire au caractère tangible, patent pour les Français dans leur vie quotidienne. C'est quoi? C'est emploi, pouvoir d'achat. Ouais. Ce sont les 2 éléments. Et évidemment, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu d'amélioration par rapport à la période Sarkozy, et donc François Hollande paie aussi le prix de cette absence de résultats économiques et sociaux. Évidemment, avec un certain décalage, le jour où la croissance reprend, si d'aventure elle reprend, le jour où la courbe du chômage est inversée, si d'aventure elle est inversée, avec un différentiel de temps, on va repartir sur une courbe sondagière à la hausse. Les sont moins motivés, contrairement à ce qui se passait du temps de Sarkozy, par le délit de faciès, si vous voulez. Avec Sarkozy, c'était l'agité du bocal, on lui reprochait son impétuosité, sa façon certains excès langagiers ou comportementaux. C'est pas ce qu'on en reproche à François Hollande. Qui est très prudent là. On lui reproche sa normalité, peut-être un handicap, sans doute, parce qu'ils aiment la normalité, les Français, mais ils aiment quand même que le président soit à sa place, dans un costume gaulien de président de la République, tout ça. Le French paradoxe, c'est comme Lagarde et Le Pen. C'est la République monarchiste, si vous voulez. Mais ce qu'il lui reproche avant tout, c'est sa politique économique. Encore, il y a une partie des Français qui est contre le mariage pour tous, qui est contre le droit de vote. Mais tout ça, je dirais, c'est à la limite secondaire, si les résultats économiques et si le cap économique était franchement fixé. Or, le cap économique, la seule chose que les Français ont compris, c'est qu'ils payaient plus d'impôts et qu'ils en paieraient, quelle que soit d'ailleurs leur catégorie. Alors, on parlait des promesses non tenues, non tenables, mais là on va même plus loin. Dans votre édito, vous écrivez que le système de retraite court à sa perte et que les socialistes semblent opérer, vous utilisez cette expression, un atterrissage sur la réalité. Ça veut dire que la plupart des socialistes considèrent que, alors, après avoir fait une campagne sur il faut remettre la retraite à 60 ans, là il y en a qui demandent d'aller jusqu'à carrément 65 ans. C'est vrai pour les retraites, c'est vrai pour la taxe à 75%, c'est vrai pour beaucoup de sujets
qui sont des sujets sur lesquels ils ont parlé par dogmatisme, et une fois qu'ils sont face à la réalité... Par dogmatisme, par stratégie de campagne. Électoralisme, bah oui, mais c'est pas tellement mieux. Et aujourd'hui, ils sont obligés de se rendre compte de la réalité. Simplement, c'est compliqué parce que il le savait. M. Hollande est tiraillé, justement. C'est pour ça que c'est compliqué. Il est tiraillé entre la réalité, certains dans son camp qui lui disent il faut aborder cette réalité franchement, style Manuel Valls, style Michel Sapin, style Pierre Moscovici, et d'autres à l'intérieur de son gouvernement, mais beaucoup dans sa majorité parlementaire, qui disent mais qui, eux, restent campés sur des positions franchement socialistes. Alors, une réserve quand même. Il est traditionnel, à gauche, assumez de pas être d'accord, au Parti socialiste, de faire campagne très à gauche et de gouverner au centre. C'est ce qu'avait fait typiquement François Mitterrand, c'est ce que fait François Hollande. Son discours du Bourget, la guerre à la finance, j'aime les gens, je n'aime pas l'argent, les 75%, tout ça procédait finalement du même ordre d'idées, de la même stratégie. Mais tout le monde, ou plutôt personne, ne s'attendait à ce que François Hollande mène une politique d'ultra-gauche. C'est un social-démocrate bon teint, il est plutôt centriste ou de centre-gauche que socialiste pur et dur. Et donc de ce point de vue-là, moi, en ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de tromperie sur la marchandise. J'en veux pour preuve le crédit d'impôt compétitivité, la loi Sapin, etc. Sur les retraites, par exemple, alors, sur les retraites. Faire le crédit d'impôt. Oui, mais bon, enfin qu'il a été obligé de faire, mais ça a été discuté, négocié entre. Il y a eu des sur arbitrages. Les retraites, il y a tromperie sur la marchandise. Pour le coup, les retraites, c'est vrai que c'est un élément troublant. Là, force est de constater qu'effectivement, peu de temps après l'élection, eh bien, il revient sur la question des 60 ans. Et là, je pense que pour le coup, ça va être un petit peu compliqué d'expliquer à la gauche du parti, à la gauche de la gauche et aux syndicats, à qui on a vendu depuis la réforme Fillon, eh bien, une opposition nette au principe de l'allongement de la durée du travail. Et bien là, ça va être compliqué de le vendre. Mais sur les autres points, je dirais plus de mécanique économique, de mécanique fiscale envers les entreprises. Je pense qu'il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Est-ce que la gauche est en train de revoir son logiciel pour reprendre cette La gauche, fameuse en réalité, a revu son logiciel depuis bien longtemps. Non, mais simplement. Au regard de la réalité, au regard non pas des dogmes ou des idéologies, mais de la réalité, de la réelle politique. Oui, mais tout est dans la question du curseur. En réalité, depuis 83, depuis le tournant de la rigueur, la gauche a bel et bien revu ces dogmes, ces tabous que la droite évoque volontiers. Si elle les avait vraiment revus, elle n'aurait pas fait les 35 heures. Hein. Oui. Alors, la question des 35 heures, je pense qu'on ne va pas y revenir ici, mais vous avez vu que certaines personnalités de droite, vous citiez Manuel Valls, et bien dans les derniers mois, dans les dernières années, s'étaient même attaqués à ce tabou-là. Pour l'instant, il n'est pas question d'y toucher, d'abord parce qu'on a une potentielle première... Oui, certaines personnalités de gauche. On a tendance à l'oublier qu'il est de gauche. Mais parce que la mère des 35 heures est une potentielle première ministre. Donc là, politiquement, il y a aussi un sujet pour François Hollande. Mais je crois que sur la question des retraites, incontestablement, là, il y a eu un virage qui va être compliqué à expliquer à l'opinion de gauche. En un mot, est-ce que Martine Aubry peut faire son retour Tout est possible. Tout est possible en politique. Son retour a priori, sur la scène politique. Alors, sur la scène politique, bien sûr. À Matignon, ça risque d'être compliqué. Ouais. Point de vue de la confiance avec François Hollande, que celui-ci ne lui accordera jamais, ils se détestent, et surtout ils ne se font pas confiance. Après, Fabius et Hollande se détestaient bien aussi. Oui, mais je crois qu'il y a un autre problème. Je crois qu'avec Fabius, on peut passer un deal. François Hollande, c'est ce qu'il a fait. Il lui a confié tout de suite la diplomatie pendant la campagne. Il lui a confié le Quai d'Orsay une fois arrivé à l'Élysée. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Je pense que la question de confiance ne peut pas fonctionner de la même manière avec Madame Aubry. Après, il y a la question politique. Peut-être qu'en fin de quinquennat, il y aurait pourtant un tout petit avantage. C'est qu'ils sont dissemblables, ils ne sont pas pareils. Et c'est un des handicaps du couple actuel, c'est qu'ils se ressemblent l'un et l'autre beaucoup trop. Alors que Martine Aubry, en plus, qui est une femme, et ça c'est toujours un signal, désolé d'avoir toujours ces remarques-là, mais c'est encore vrai aujourd'hui, c'est un signal qui serait peut-être important. Et elle est sans doute beaucoup plus réaliste que son discours ne veut le laisser entendre. Juste un mot, ça va être compliqué de la prendre et de lui faire endosser cette fameuse réforme des retraites que nous venons d'évoquer. Il faudra la faire avant. Ah oui. Voilà, vive les femmes en tout cas, c'est le mot de la fin. On se retrouve très vite sur France 24, merci.